Bonjour, bonjour tout le monde. Merci de vous être levé tôt, d'être venu peut-être de loin. J'ai presque plus de voix, ça fait 2 jours. Hier c'était chaud, mais je vais tout donner. Je vais tout donner. Voilà, c'est bon. Merci mille fois. Je vais vous parler un petit peu de ma démarche, de comment pas trop se planter quand on va chercher un terrain, si vous avez pour projet de vouloir tendre vers l'autonomie. C'est vrai qu'avec la chaîne, on parle d'autonomie entre autres, mais l'autonomie, en fait, c'est un peu le Graal, et il y a des étapes, étape par étape. Le mieux, c'est de ne pas vouloir aller tout de suite en haut, de tout acheter, réseau d'eau, réseau électrique et tout, parce que vous allez tout avoir, et après, vous n'allez pas trop savoir comment vous en servir. Donc, allez-y étape par étape. Je vais vous parler du choix de terrain. Moi, quand j'ai eu ce déclic, j'ai choisi la facilité, parce que c'était déjà pas facile de quitter la ville et d'aller à la campagne. Donc, je me suis rapproché du Tarn. Est-ce que vous m'entendez derrière? Ça va? Parce que ça résonnait hier. Ok, génial, merci. Et donc, je me suis installé dans le Tarn parce qu'il y avait ma famille. Donc, je me suis dit, comme ça, je saurais où dormir. Je n'irai pas dormir sous un pont à Albi si je ne trouve pas. J'ai mis entre 7 et 9 mois de mémoire. Alors, des fois, j'ai des petits problèmes avec les chiffres, mais j'ai mis pas mal de temps pour trouver mon terrain. Il y a eu beaucoup de visites, il y a eu quelques coups de cœur, mais la première chose qui, euh, qui, est- qui gère tout, on peut le dire, pour le terrain, c'est le budget. Parce que moi, si vraiment vous m'écoutez, je voulais 20 hectares, je voulais de l'eau partout, un gros lac. Et le problème, c'est qu'avec une somme de départ de 30 à 40 000, si je mettais vraiment de côté, que je revendais mes vieilles fringues, mon matos audio et tout, 40 000, ça faisait pas beaucoup il y a 5 ans. C'est encore plus difficile maintenant. Je ne veux pas vous faire peur, hein, je rencontre quand même assez régulièrement des gens qui trouvent des terrains et qui ont des bonnes affaires. Il faut voir aussi que ceux qui possèdent, ils ont un certain âge, ceux qui sont propriétaires, et que, je ne sais pas si on dit heureusement ou malheureusement, c'est un peu glauque ce que je vais vous dire, mais ils sont amenés à partir. Donc il y a des biens qui arrivent, je ne vais pas dire en masse, mais qui arrivent quand même assez souvent. Une bonne canicule, et là, ce sera encore mieux pour trouver des terrains. Non, m'en voulez pas. Je détends l'atmosphère un peu. Euh, vous reconnaissez cette maison? Je ne sais pas s'il y en a qui regardent l'archipel. Ouais, je vois des têtes qui font. Ça, c'est la visite chez Dominique et Sylvie. C'est une maison enterrée en bois qu'ils ont construit eux-mêmes. Et je faisais des reportages depuis à peu près un an. Et quand je suis arrivé là, pour moi, c'est le Graal. Donc, pour vous dire, ils ont 13 hectares. Je n'ai que 3000 mètres carrés. Donc, ça, ça va être un peu compliqué. Mais quand je suis arrivé chez eux, je me suis pris franchement la plus grosse claque de ma vie. Je continue à m'en prendre, hein, parce qu'il y a des gens, on ne les connaît pas tous, hein, qui font des choses fantastiques. Et eux, ils ont acheté beaucoup de terrain. Ils avaient de la bouteille avant de trouver ça. Donc, peut-être que si vous achetez votre premier terrain et que ça ne correspond pas avec l'expérience à ce que vous aviez envie d'avoir, ben, vous pourrez peut-être le revendre, je vous le souhaite, et puis racheter. Donc voilà, il y a de l'espoir, hein, il y a de l'espoir. Je vais vous parler des facteurs du ou des facteurs limitants, et ça, c'est ce qui va gérer tout votre projet. Chez moi, donc, j'avais 2 facteurs limitants. J'avais très peu d'argent et j'avais pas d'eau sur mon terrain, très peu d'eau. J'ai fait une petite bêtise parce que j'ai vu un puits, je me suis dit, oh là là, oh le citadin, j'arrive, je fais, wow, le puits c'est bon, je suis tranquille, je vous le détaillerai. Là j'ai pris un tonneau et vous voyez, on a beau remplir l'eau, on peut continuer à remplir l'eau, le facteur limitant fait qu'elle restera que ici. Donc vous avez beau avoir une grande surface, beaucoup de soleil, si vous n'avez pas d'eau, ça va ralentir considérablement votre projet, votre envie. Donc prenez en compte quand vous arrivez sur un terrain, essayez d'identifier les choses qui vous feront perdre du temps, et parce que c'est aussi sûrement ce qui vous coûtera le plus cher. Moi en eau, j'ai dû acheter après des pompes pour remonter, des cuves pour stocker et tout, donc faut le prendre en compte. Ça, c'est une petite photo pour donner un peu d'espoir. Quand je suis arrivé en 2018,
Bon, là, il y avait un peu d'herbe parce que j'avais déjà laissé pousser. J'ai acheté en octobre 2017. J'avais laissé pousser. Et l'agriculteur, qui est mon voisin, qui est adorable, mais au début, il m'a bien charrié. Il est arrivé, il m'a dit, mais tu sais, ici, il n'y a rien qui pousse. Donc imaginez quand même le... Waouh, c'est motivant, merci. Je me suis dit, le voisin, il va être cool. En fait, il est adorable. Et avec un petit peu de travail, beaucoup de rencontres, laisser beaucoup la nature faire aussi, gérer avec l'eau. J'arrive à... Alors, je ne me suis pas amusé à les compter, je ne suis pas très bon en chiffres, mais je suis à peu près à 150 arbres plantés. J'en ai perdu beaucoup aussi, je vous expliquerai pourquoi. Et je dirais 200 plantes médicinales, aromatiques et tout. Parce que c'est vrai que j'ai eu la chance, quand je voyage, j'en profite pour faire quand je vais faire un reportage, je fais mes petites recherches et j'essaye de trouver des pépiniéristes à côté pour le ramener. Donc c'est assez sympa. Et ça commence vraiment à pousser, vraiment. J'ai de moins de mal. Là, par exemple, je laisse mon chez moi pour 4 jours et je suis assez serein parce que j'ai mis des Hoya, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de l'irrigation ancienne, c'est des pots en céramique que vous mettez dans l'eau et qui diffusent. Donc voilà, ça c'est des choses comme ça, je ne connaissais pas du tout et avec le temps, ça aide beaucoup, je mets beaucoup de paillage. Et voilà, donc dans mes choix, au début, il y avait le choix entre la ville ou la campagne. Bon, je pense que si vous avez envie de quitter la ville, osez quitter la ville, ça ne va pas être difficile de vous expliquer pourquoi. Moi, un truc que je trouve ridicule, c'est, et ça m'est arrivé de le voir très rarement, mais ça m'est arrivé de le voir, il y a des gens, pour des raisons professionnelles ou familiales ou d'autres raisons, ça ne me concerne pas, ils restent en ville, ils ont un petit potager sur quelque chose qui pourrait être un terrain constructible à 10 000 euros du mètre carré. Donc si vous plantez des tomates à 10 000 euros du mètre carré, il va falloir en planter beaucoup pour que ce soit viable. Après, ça peut être pour le goût, pour quelque chose comme ça, mais enfin, moi, ça me paraît fou. La campagne aussi, pourquoi? Parce que vous avez en France ce qu'on appelle la diagonale du vide. Donc pour les gens qui n'ont pas d'obligation d'être situés à tel ou tel endroit, qui veulent juste trouver en fait un super lieu, je vous conseille de vraiment regarder la diagonale du vide. Ça part de la Meuse, si je ne dis pas de bêtises, jusque dans les Landes. Et la diagonale du vide, bon, c'est un peu péjoratif de l'appeler comme ça, c'est la diagonale du faible taux de densité de population, quelque chose comme ça. Donc il y a moins d'offres et de demandes. Il y a beaucoup d'espace et il y a moins de gens. Donc vous battez moins avec les gens. Donc le prix de l'immobilier, en général, il est en corrélation. Donc si vous n'avez pas d'obligation sur un lieu, diagonale du vide, vous regardez un petit peu et n'hésitez pas à aller voyager pour trouver vos terrains. Ensuite, l'eau. L'eau, moi, ça a été mon facteur limitant. Là, je vous avais dit que j'allais développer. Je peux vous dire d'expérience, maintenant ça fait plus d'une centaine de lieux que je suis allé voir. L'eau, c'est pour moi le plus important. Si vous n'avez pas de point d'eau, n'achetez pas, parce que c'est vraiment galère. Moi j'ai galéré au moins 2-3 ans avant de pouvoir être bien. Et je suis bien actuellement, mais si on est amené à avoir des sécheresses, je vais encore devoir adapter. Ça m'a coûté beaucoup d'argent pour pouvoir adapter. Et c'est ce qui m'a fait perdre le plus de temps. Donc vraiment, si vous avez un terrain qui vous plaît et qu'il n'y a pas d'eau, prenez en compte que c'est quand même extrêmement, extrêmement complexe. Un conseil aussi, si vous allez faire des visites cet été, l'été c'est le meilleur moment pour aller visiter le terrain parce que attendez qu'il fasse bien chaud pour voir s'il y a une source, si elle n'est pas tarie, s'il y a un ruisseau, s'il n'est pas tari, si le puits n'est pas tari. C'est le meilleur moment. Après, on est à l'automne, au printemps, en général, il y a plus de pluie, donc vous serez pas embêté, moins embêté. Donc, à prendre en compte. Hein. L'eau, vraiment, j'ai insisté 50 fois hier là-dessus, mais l'eau, c'est vraiment le facteur limitant dans un projet. Le soleil. Le soleil, chez moi, dans le Tarn, je dis que c'est du poison. Alors, bien sûr, ça fait du bien, on va vous dire, les vitamines et tout, c'est super. Le problème, c'est qu'avec le sol que j'ai un sol argileux. Dès que le soleil tape sur le sol, c'est de la pierre. Donc allez essayer de planter des choses sur de la pierre quand vous n'avez pas d'eau, c'est extrêmement compliqué. Le soleil aussi, pour les personnes qui, bien sûr, veulent tendre vers l'autonomie, ça vous permet, et ça je ne vais pas vous l'apprendre, d'avoir des panneaux solaires. Donc pensez à bien les orienter au sud, vous aurez un meilleur ensoleillement.
Et quelque chose que j'ai raconté hier et qui est tout bête, j'y avais pas pensé, mais je l'ai vu en allant chez quelqu'un qui a une chaîne YouTube. Je vais, je vais pas balancer le pauvre, mais en fait, il m'a dit, mais moi, je suis un petit peu embêté parce qu'il y a des zones où je ne peux pas planter parce qu'en fait, il y a eu des arbres et ça demande beaucoup de soleil. Et en fait, le voisin avait planté des petits arbres, sauf que son projet, il l'a fait il y a 14 ans. Maintenant, il a une zone d'ombre. Et il voulait mettre à cet endroit, parce que c'était côté sud, il voulait mettre ses panneaux. Alors vous imaginez le conflit de voisinage que ça peut apporter. Pensez, si vous allez voir un terrain, à prendre en compte, zone au sud ou une zone qui est quand même bien ensoleillée, est-ce que le voisin il a planté des arbres qui pourraient pousser dans quelques années, si vous avez un projet de garder votre terrain assez longtemps. Donc n'hésitez pas à le prendre en compte ça. Et quand je dis c'est du poison, non, bien sûr le soleil, évidemment on en a besoin, mais moi chez moi, vu que on a du vent, je vais en parler après, on a le vent qui assèche le sol. Alors vous imaginez, j'ai pas d'eau, on a du soleil qui tape bien fort, le cagnard dans le Tarn il tape bien fort, plus le vent qui assèche, c'est très compliqué. La surface, alors ça c'est vraiment à titre personnel que je vous dis, j'avais déjà des problèmes avec les chiffres, je vous l'ai déjà dit 15 fois, et j'avais des problèmes avec les surfaces. Moi quand on me disait 1000 mètres carrés, je pensais que c'était énorme, parce que j'avais 19 mètres carrés, un appartement de 19 mètres carrés à Paris, c'est la seule chose que je pouvais me payer, je ne pouvais pas avoir plus grand. Donc pour moi, quand j'ai cherché des terrains, je voyais 1000 mètres carrés, je me dis, mais c'est bien pour essayer de développer un petit peu mon autonomie. Alors pour vous donner quelques indices, pour vous expliquer à quel point il faut quand même vraiment le prendre en compte, ça, la surface. Pour moi, les plus beaux projets d'autonomie que j'ai pu voir, les gens qui ont fait un maximum, c'est en hectares qui parlaient. Et c'est un truc tout bête, mais regardez, si vous voulez des animaux, une vache, ça dépend de la région, si vous êtes en Normandie ou dans le Tarn, mais une vache ou un cheval, il leur faut au moins 3000 à 5000 mètres carrés de pré. Donc avec 1000 mètres carrés, si vous voulez un cheval, le pauvre va falloir aller chercher les bottes et lui amener. Donc c'est un truc tout bête, hein, mais quand on voit des milliers de mètres carrés, on a les yeux qui brillent et tout, c'est pas tant que ça sur des projets d'autonomie. Les gens qui veulent faire une autonomie avancée, mais vraiment, Viande, Sylvie et Dominique, dont je vous parlais, ils ont 13 hectares. Ils ont du bois et tout, donc pensez à le prendre en compte. Moi, je n'ai que 3000 mètres carrés, donc j'ai été très vite lucide, vraiment. Et puis, mine de rien, les surfaces, je voulais mécaniser au minimum, parce que pour moi, le pétrole, à l'époque, je me suis dit ça allait augmenter. Maintenant, ça me donne raison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est bien de vouloir de très grandes surfaces, mais soit vous êtes beaucoup, soit vous avez des animaux. Mais si vous avez des animaux, il faut déjà de l'espace pour les animaux. Donc, pensez à ça. C'est assez important. Terrain en pente. Alors là, j'ai des amis youtubeurs, Lydie et Eric. Ils ont un terrain, il est à peu près comme ça. Et moi, je trouve ça super beau. C'est vrai qu'on voit le terrain, c'est vraiment magnifique quand on arrive sur leur terrain. Le problème des terrains en pente, ça fait pas trop pop, c'est pas trop gênant. Pardon. Le problème des terrains en pente, c'est que souvent, vous avez le sol, il descend vers le bas. Donc ça va, vous avez de la terre un petit peu en bas, mais vous avez pas mal d'érosion en haut. Et le souci, si vous voulez planter, c'est un peu complexe. Il va falloir que les arbres ils pètent d'abord la roche. Donc là, vous allez perdre un temps fou. C'est un facteur limitant. Et le terrain en pente, je l'avais raconté hier, mais c'est tout bête. Mais je leur disais, mais pourquoi vous avez une brouette thermique? Moi, je me suis dit, c'est la première fois que je vois une brouette thermique. Vous êtes jeune, ça va, vous êtes vigoureux. Et il me dit, bah attends, il me remplit la brouette, il met du bois dedans. Il me dit, va là-haut. Je vous jure, j'étais trempé, c'était extrêmement compliqué. Et eux, ils ont dit, mais nous, quand on l'a acheté, on a eu le coup de cœur et on ne s'est pas posé cette question. Quand ils creusent, ils ont ça de sol. Ils sont obligés de ramener de la terre. Ils sont tout le temps sur le bon coin, donne terre, donne terre. Ils sont obligés, alors quand il y a des possibilités d'avoir un ami qui peut leur prêter un camion, ou sinon ils y vont direct avec la remorque. Donc prenez en compte que vous pouvez rencontrer ce genre de problème sur les terrains en pente. Et aussi, si c'est un terrain sur lequel vous voulez rester assez longtemps, il y a un moment où on sera de moins en moins mobile et c'est galère, c'est extrêmement compliqué. Donc, et il y a aussi une autre chose sur le terrain en pente qu'on imagine un peu moins. Vous prenez le soleil il tape comme ça et quand vous êtes sur une surface, il arrive comme ça. Quand vous êtes sur un terrain en pente, vous le prenez directement dessus. Ça crame encore plus. Donc, pour moi, les terrains en pente, c'est que si c'est un coup de cœur parce que
je ne me lancerai pas là-dedans. Et de ce que j'ai vu chez les autres, c'est un facteur très limitant. Bois ou bosquet? Alors bois ou bosquet, encore plus maintenant. Je ne sais pas si vous avez réalisé des travaux ou si vous avez acheté du bois récemment, c'est hors de prix. Donc si vous visitez un terrain et que vous avez genre que 3000 mètres carrés de surface et le reste vous avez 6 hectares de bois, mais prenez-le, vous avez de l'or en barre. Le bois, c'est fou. En plus, le bois, je ne vais pas vous raconter, enfin si, je vous le dis, la biodiversité, tout ça, c'est super. Et j'ai des amis qui ont fait ça et c'est vraiment pratique. C'est qu'ils ont eu un coup de cœur sur un terrain et il y avait beaucoup de bois. Et vu qu'ils ont eu le coup de cœur sur ce terrain et qu'il était beaucoup plus cher que leur projet initial, ils l'ont acheté et ils vont construire leur maison avec leur bois à eux. Ça leur coûtera carrément moins cher, vu qu'ils ont pas beaucoup. Bon, ils sont extrêmement bricoleurs, donc c'est assez facile. Mais voilà, si vous avez du bois, mais c'est une aubaine, même si vous n'avez pas beaucoup de surface, vous pouvez enlever un petit peu d'arbres. Ne rasez pas tout au napalm, hein, parce que ça vaut quand même très cher. Et pensez, si vous avez beaucoup de forêts, vous avez des gestionnaires forestiers. Il y a des gens qui font ça en conscience. J'ai plus le nom, mais je suis allé les voir récemment. Vous avez des gens qui ont un réseau en France, quand vous avez quand même des grosses surfaces, qui gèrent les bois. Et au lieu de vous donner, alors pour une surface, pour des hectares de bois, au lieu de vous donner 40 000 euros, allez, 10 000 euros d'un coup, et ils vous rasent tous les 10 hectares, ils font des coupes en conscience et ils vous donnent 1 000 euros par an. Vos enfants et tout, c'est des rentes, hein, si ça continue. En plus, c'est des réseaux, donc après, si ils arrêtent leur activité, ils forment d'autres personnes et tout. Donc ça, vous avez le réseau des alternatives forestières, c'est ça le nom. Donc si vous avez du bois, le réseau des alternatives forestières, et c'est bien plus intéressant pour vous. Bon, sauf si vous avez besoin de beaucoup d'argent d'un coup, ça c'est évident. Bon, bah, vous aurez une coupe rase et vous aurez moins. Mais si vous êtes dans une logique d'investissement, 1 000 euros par an, c'est quand même pas mal. Ça peut vous aider pour les taxes foncières et tout. Donc pensez à ça. Le bois, enfin, c'est fantastique. Récemment, là, je suis en train avec un ami, on est en train de construire, on est en train d'isoler ma maison par l'extérieur et on fait des colombages. Quand j'ai vu le prix du bois, il m'a dit, mais Brian, tu as quand même des arbres, hein, sur ton terrain, ceux là-bas, ils sont en concurrence, on va les couper et on va les scier et tu vas pouvoir t'en servir. Et il m'a dit, tu vois, là, le bois que tu as, c'est du bois, c'est 80 euros à peu près le ster. Le fait que tu sois allé chez le scieur, la journée de sciage, ils m'ont fait payer 300 euros. Le ster de bois que j'ai, maintenant, il est passé de 80, si je l'avais brûlé, à 1000 euros. Et c'est un expert dedans qui me dit ça. Vous imaginez quand même le fait de... Bon, on a bossé, on a chargé, déchargé, on a à la plane, on lui a enlevé l'écorce et tout. Mais déjà, j'ai appris, c'est cool. Et en plus de ça, j'ai quand même une valeur. Si j'étais allé chez Brico Pipo, je ne vais pas trop les clasher parce que, pardon, je sais qu'il y en a qui sont avec, mais le bois, il n'est pas bon. Et en plus de ça, ça m'aurait coûté extrêmement cher. Donc le bois, vraiment, j'insiste dessus, hein, parce que je pense qu'avec les normes, alors je connais rien en normes RT 2022 avec les normes et tout, mais je pense que le bois, ça passe très facilement dans les normes. Donc c'est vraiment bien. Et puis c'est sain. Et ça dure, par rapport à du béton. Le bois, on en retrouve dans les vieilles charpentes. Les vents, je vous en ai parlé un petit peu avant, mais essayez de vous renseigner sur les terrains sur lesquels vous avez envie de mettre vos projets. Parce que moi, je connaissais petit, mais je ne me rappelais pas à ce point-là, le vent d'OTAN. Et nous, le vent d'OTAN, il souffle pendant 3 jours. On a les arbres, ils sont comme ça. Moi, j'ai mes arbres, ils sont tous penchés. Donc, il faut bien penser à mettre des tuteurs et tout. Au début, j'en mettais pas. Et surtout, ça assèche à fond. Donc, pensez à vous renseigner que c'est quelque chose à prendre en compte quand vous voulez acheter quelque chose. Moi, j'en avais rien à faire. Je me suis dit, mais c'est bien le vent. De toute façon, c'est naturel, c'est bien. Puis, je pourrais me servir d'une éolienne. Et au passage, ah oui, l'éolienne, là, je vous donne un avis vraiment très perso. Hein, je vais peut-être me faire des ennemis. Non, sauf les éoliennes, si vous les montez vous-même. Les éoliennes, si vous voulez avoir du vent et surtout, enfin, si vous voulez avoir de l'énergie et beaucoup d'énergie sur votre vent, c'est pas avec un mât à 6 mètres que vous en aurez. Il faut monter à plus de 18 mètres. Et après, par contre, c'est déclaration en mairie et tout, donc c'est pas si simple que ça. Et surtout, plus vous montez votre mât, plus vous pouvez avoir des conflits de voisinage. Pensez à bien
les voir et leur en parler avant. Mais en tout cas, moi, de mon expérience, heureusement, on me l'a donné, on va dire, grâce à mon activité. Mais moi, mon expérience sur une éolienne de 5 mètres, qui était en puissance nominale, qui pouvait fournir jusqu'à 2000 watts, si j'ai 40 watts, je suis content, pour vous dire. Je pense qu'il y a eu du bon marketing, parce que franchement, je suis extrêmement déçu. Mais des vents à 5 mètres, ils sont pas constants. Le sol. Le sol, pensez, alors encore une fois, c'est bête ce que je vais vous dire, mais pensez à bien consulter ce qu'il y avait avant comme activité. Nous, on a des mines qui étaient sur la montagne noire, Salsine et tout. Pas de mon côté, mais il y a des sols pollués, je crois, à l'arsenic, si je ne dis pas de bêtises. Mais si vous êtes dans une logique de planter, c'est quand même assez sympa de vous renseigner là-dessus. Mon sol, vu qu'il est argileux et qu'il sèche, ce que je fais, c'est que je mets beaucoup de matière, beaucoup de matière. Je lui mets comme une couverture. Comme ça, il met plus de temps à sécher. Et puis je garde bien sûr l'eau plus longtemps. Vu que j'ai des problèmes d'eau, ça rentre ensemble. Et, et ce que je vous disais pour le terrain en pente, pensez si vous si vous avez signé un compromis, je pense que le propriétaire actuel, il ne sera pas contre. Pensez à aller creuser pour avoir un petit peu notion. N'allez pas faire un trou de 10 mètres, hein, mais pour avoir notion si vous avez du sol ou pas. Si vous avez envie de faire un verger, vous allez gagner du temps quand même s'il y a du sol directement. Ça coûte une petite heure, on va dire, à faire 2-3 trous, mais au moins vous aurez une petite idée. L'altitude. Alors ça, l'altitude, c'est un facteur extrêmement limitant pour les personnes qui veulent avoir une production végétaux, production verger, potager aussi également, à partir de 700 mètres. Et je vous dis 700 mètres parce que moi je suis à 280 mètres et j'ai une personne qui est à 700 mètres au-dessus de chez moi. Je vois son terrain de chez moi, je vois la montagne. Lui, il a des gelées à partir de mi-octobre et jusqu'à mi-juin, c'est-à-dire qu'il ne peut rien planter de fragile. Et donc ça lui laisse une amplitude, vous imaginez, de mi-juin à mi-octobre, il n'a pas beaucoup de temps pour produire. Alors il est en train de réfléchir à une serre, un walipini, c'est une serre enterrée, comme ça il profite de la géothermie du sol. Mais ça c'est un truc tout bête parce que, surtout à la Survival Expo, quelqu'un qui se dit ouais on va se prendre un bastion, on va se mettre en altitude, c'est plus facile. Si vous êtes dans une logique de production, ce ne sera pas plus facile, au contraire c'est un facteur limitant. Et il y en a beaucoup qui se sont fait avoir, parce qu'ils se sont dit ouais on va se planquer, on va se mettre là-haut. Et ça, les gelées, ça ne va pas tuer certains arbres, par exemple, les gelées, mais ils vont être en fleurs. Il va y avoir les gelées, vous n'aurez rien, vous n'aurez jamais. Il y a des gens qui me disent, mais moi j'ai un abricotier, j'ai jamais vu un seul abricot dessus. Ben oui, tu as des gelées dès qu'il est en fleurs, donc au bout d'un moment. Puis quand il fait froid, vous avez sûrement remarqué, les pollinisateurs, ils attendent qu'il y ait une certaine chaleur pour aller polliniser, donc c'est à prendre en compte. Ensuite, tout ce que je vous dis, c'est bien sympa, mais il y a un seul truc qui parle, c'est que même si vous arrivez sur un terrain et que vous constatez qu'il y a des facteurs limitants, la première chose qui parle, même avant le budget, parce que généralement on n'a peut-être pas le budget, mais si vous avez un coup de cœur, parce que moi j'ai vraiment eu un coup de cœur, si vous avez un coup de cœur, c'est votre facteur, vous en fichez en fait des facteurs limitants. C'est l'endroit où vous savez que vous allez être là, vous allez galérer, mais le cœur passe avant tout. Et généralement, quand on a un coup de cœur, ça arrive assez souvent en immobilier, on est prêt à mettre un petit peu plus d'argent. Donc tous les conseils qu'on pourra vous donner, peut-être qu'un jour vous vous ferez avoir, je vous souhaite, hein, parce que je suis très heureux où je suis maintenant, malgré les facteurs limitants, mais c'est le cœur qui parlera, je pense, avant tout. Voilà, je garde un peu de temps parce qu'hier il y a eu beaucoup de questions, donc n'hésitez pas. Pour moi, j'ai vraiment fait un petit tour d'horizon des facteurs limitants. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Pas que sur le choix du terrain, sur je sais pas, mon expérience. N'hésitez pas. Soyez pas timide. Ah oui, tu m'as dit que tu en avais plein. Ah, yes. Oui, donc effectivement, j'en ai plein, mais je ne vais pas toutes les faire. Si. Vous restez là jusqu'à 16h, hein, vas-y. Non, moi, ma question, alors justement, j'attendais cette partie très très pratique et je suis très content, je te remercie. Je me demandais, qu'est-ce que tu utilisais en phase amont, c'est-à-dire,
tu nous as dit que tu avais la localisation, tu l'avais déjà par rapport à ta famille, mais est-ce que tu as utilisé des outils numériques? Est-ce que tu as utilisé mais pour trouver le terrain, s'il était disponible, comment tu as fait? Bonne question. Je vous jure, je ne le connais pas, parce qu'on dirait que c'est juste à côté. Non, en fait, oui, en numérique, j'ai utilisé une application, parce que quand j'arrivais dans des endroits, pour vite trouver la courbe du soleil, j'utilisais Sun Surveyor. Alors, je ne sais plus si elle existe, hein, je m'en servais il y a 5 ans. Sun, S-U-N, comme le soleil, et Surveyor, S-U-R-V-E-Y-O-R. Il y a une version light, donc gratuite, et il y a une version améliorée. Dans la version gratuite, tu pouvais prendre ton appareil photo, et en fait, tu étais en réalité augmentée, donc tu voyais ce que tu voyais la courbe du soleil en été et en hiver. Et ça, c'est super important. Parce que vous voyez le soleil, vous dites, ah super, c'est pas mal par rapport au terrain. Puis après, vous avez le soleil, il est super bas, et là, vous n'avez plus de soleil sur votre terrain. Donc cette appli était bien, mais sinon, vous cherchez des applications de suivi du soleil, la courbe du soleil. Et ce qui est bien, c'est qu'on vous le dit en hiver, en été, on peut se projeter, et vous le voyez par rapport à votre terrain, donc vous voyez déjà les futures zones d'ombre, et ça, c'est génial. Enfin, moi, ça m'a vraiment bien servi, ça m'a bien parlé. Pour la disponibilité des terrains, tu es allé en mairie, Non, as non. démarché? Non, en fait, il y a 5 ans, et on peut encore le faire, mais il y a 5 ans, j'étais sur le Bon Coin. Mais il y avait déjà il y a 5 ans, avec un budget de maximum 40 000 euros, avoir une petite bâtisse, au moins 4 murs et un toit, ça a été assez compliqué. Par contre, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de vous rapprocher des notaires, parce qu'ils font de la gestion familiale, et il y en a qui ont des terrains et qui pourrait peut-être être amené à le vendre. Donc ça peut être un bon plan. Un bon plan de plus, parce que si je vous dis le Bon Coin, on y pense directement. Mais le coût des notaires, ça peut être pas mal. Attends, je prends juste un peu d'eau, je me permets. Merci beaucoup. Bon, il y a d'autres choses, hein, mais ça peut être un bon plan pour trouver une affaire avant les autres. Il n'y a plus de questions? Ah si, Merci beaucoup je t'en prie. pour ce que tu fais. On est beaucoup à suivre les expériences que tu partages d'autres personnes. Souvent, je pense qu'il peut paraître compliqué, c'est le premier pas. On ne sait pas par où commencer. Ton truc est très opérationnel, très pratique. Mais pour autant, le premier pas peut être aussi compliqué. Est-ce que, comme dans tout autre marché, il y a des acteurs qui se proposent pour accompagner des néo-autonomistes, comme tu nous appelles, de A à Z, entre l'accès au foncier et puis les premiers pas vers l'autonomie? Est-ce que ça existe? Alors oui, là de tête, ça va être un peu, je te dis oui, mais de tête j'en ai pas. Mais rien que dans le salon, là par exemple, si vers la librairie permaculturelle, Solutionera, ils accompagnent, ils forment les gens avant. J'espère. Attendez, on va attendre un peu. On attend un peu. Je sais pas si vous m'entendez encore. Ouais, ça va. Sinon, je vais hausser un peu le ton. C'est un peu dur le dernier jour. Sinon, ils accompagnent des gens en formation en ligne, par exemple, si tu veux faire une maison naturelle. Donc, si vous avez un projet de construire, plutôt qu'acheter quelque chose déjà fait, tu as ce genre de solution. Et pour la petite anecdote, Solution ERA, avant de me lancer, avant que YouTube commence à mettre des vidéos avec des reportages, des gens qui ont eu l'idée de mettre des reportages d'autonomistes, c'est eux que je suivais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. Et c'est parti du Québec. Ils étaient plus avancés là-dessus. Donc, tu as des gens comme ça qui peuvent t'accompagner. Pour l'eau, tu as Pierre Lécolo, par exemple, mais le problème, c'est que à cause des vidéos, il a 300 mails en attente. Il a tellement de demandes que maintenant, il forme des gens pour pouvoir répondre dans... Bon, il faut le temps de former les gens, mais d'ici 6 mois, 1 an, il y a 9 personnes qui vont l'accompagner. Dans 1 an de plus, ils seront peut-être une vingtaine. Donc, il faut être patient, mais Pierre Lécolo, il fait de la valorisation d'eau pluviale. Et dans la valorisation de l'eau pluviale, c'est tout le processus. Il vous explique vraiment comment vous pouvez obtenir, selon lui, mais je vous jure qu'il est super calé. Il a été jusqu'à se battre avec les ministères sur l'eau pour la valorisation de l'eau de pluie. Vous avez ça. Et après, vous avez des gens qui peuvent vous accompagner. Là, récemment, j'ai rencontré Noël Delwick. C'est la confrérie de la construction écologique. Le problème, c'est qu'ils font que dans notre région.
Je vais peut-être casser casser ton délire. Ils font que dans notre région. Mais oui, ça se trouve. Ça se trouve. Et si, si c'est le premier jour où vous êtes là et que vous déambulez un petit peu, il y a des gens qui vous proposent des accompagnements pour vous lancer. Donc oui, on peut ne plus être seul. Ça demande un budget, mais par contre, il y a des formations, et le fait d'être formé, c'est encore mieux qu'avoir quelqu'un qui te l'installe, et après, tu as un premier problème sur le photovoltaïque, et tu n'as plus personne quand tu appelles, et là, tu vois un bouton rouge et tu es en panique. Donc le mieux, c'est vraiment génial l'idée d'accompagnement, parce que les gens, ils sont passionnés, ils ne sont pas juste là comme un installateur lambda, on va dire, il te l'installe, il prend son chèque, et il disparaît. Là, c'est des gens qui disent non, moi j'aime beaucoup ça, tu vas le constater parce que je vais te transmettre ma passion et quand je vais partir, bien sûr, tu as mon numéro, tu peux m'appeler, mais je vais tout te montrer. Et ça, ça avec le bouche à oreille, hein, ça fonctionne bien. Sur les réseaux, il y a pas mal de gens sur les groupes Facebook et tout qui se partagent. Il y a un tel, il fait de la construction écologique, un tel, il fait de l'installation solaire et tout. Donc oui, on est plus seul. Ça, et puis en ce moment, c'est en train d'exploser. J'en découvre de plus en plus. Mais souvent, ils sont régionaux, en général, hein, ils sont régionaux. Donc, pensez à regarder vers là où vous allez avoir vos coups de cœur. Vous avez d'autres questions? Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Non, mais en fait, c'est très complémentaire. Moi, j'avais la même question, mais sur les bouquins. En fait, est-ce que tu aurais des ressources bibliographiques oui, pour nous aider sur ce sujet en particulier? Bien sûr. Alors maintenant, j'ai la chance, je reçois les éditeurs, ils m'envoient les bouquins parce qu'ils veulent que j'aille voir leurs auteurs pour faire des reportages. Mais en tout cas, moi, vraiment, hein, mon bouquin, non, le bouquin qui a vraiment été ma Bible, c'est, je l'ai dit hier, c'est Le Jardin-Forêt de Martin Crawford. Je ne sais pas si on en avait parlé, je t'avais croisé, je ne sais pas si on en avait parlé, mais Le Jardin-Forêt de Martin Crawford, bon, c'était en Angleterre, hein, donc maintenant, il va falloir quand même le placer par rapport à nos climats à nous. C'est un petit peu plus aride. Mais lui part d'une logique de créer un jardin dans lequel vous n'avez pas chaque année à semer, vous allez récolter. Non, là, c'est vous préparez votre jardin avec des plantes perpétuelles, vivaces, et vous pouvez vous nourrir selon la taille de votre terrain. Mais en tout cas, vous pouvez, c'est le jardin-forêt, une forêt comestible. On appelle ça forêt comestible aussi. Et donc ça, c'est vraiment top. Après, oui, il y a énormément de bouquins. Là, de tête, si Ulmer, je suis chez eux, je leur fais un peu de pub. Ulmer, ils ont sorti une collection qui s'appelle Résilience. Et j'ai commencé à en lire 2. Résilience. Ulmer, U-L-M-E-R, les éditions Ulmer. Et la collection Résilience, ils vont sortir des livres sur des thèmes. Comment faire sa mare, comment faire son système photovoltaïque, etc. Donc c'est vraiment sympa. C'est des petits bouquins, c'est facile à lire. Moi, les gros pavés, souvent ça me fait peur, mais c'est vraiment sympa. Je t'en prie. N'hésitez pas, je suis là toute la journée. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir en fait si tu avais rencontré des difficultés au niveau législation urbanistique. Oui. Parce que c'est parfois extrêmement contraignant au niveau des villages, des petits, pour, disons, respecter ils ont énormément d'exigences, quoi. Hein. C'était parfois très gênant. C'est pire en pire. Et aussi au niveau de, comment dire, de la gestion des bois, par exemple, gestion de la nature. On a par exemple en Belgique un réseau Natura 2000, c'est européen. Et par exemple, il y a des bois, par exemple, qui appartiennent à des privés. Non, je me rapproche. J'entends pas, excuse-moi. Il y a des bois, par exemple, qui appartiennent à des privés, et ils sont extrêmement limités. Ils ne peuvent pratiquement rien faire, quoi, disons. Gérés par Natura 2000, qui leur impose certaines... on ne peut rien faire dessus, je te confirme. On ne peut pas abattre, etc. C'est extrêmement compliqué. Est-ce que tu as aussi rencontré ce... Ouais. Moi, à la base, mon cabanon, vu que j'avais très peu de sous, mon cabanon, à la base, c'était un cabanon. C'était pas un abri de jardin. Et j'ai eu de la chance, parce que pendant 1 an, je me suis un peu planqué. Pour vivre heureux, vivons cachés, on disait, bon, moi j'ai fait tout le contraire. J'ai fait une chaîne YouTube et je suis allé voir ma mairie. Je leur ai dit, est-ce que je peux parler au responsable de l'urbanisme et est-ce que je peux l'inviter chez moi pour lui montrer, je suis face à un bien, je ne sais pas ce qui se passe. Je souhaite y vivre, j'y vivais déjà, maintenant je peux le dire, il y a prescription. Mais voilà, je l'ai invité, il est venu chez moi. Et la chance que j'avais super peur, parce que tu te dis, il va venir, c'est cuit pour toi. Mais bon, il y a un moment, je me suis dit, je suis heureux où je suis amené à y rester. Donc, et en fait, il est venu,
Et il me dit, mais c'est pas un abri de jardin. Je dis, non, mais vous avez bien vu, j'ai fait aucune modification. Il fait, ben oui, c'est évident, on voit bien que c'est vieillot et tout. Pour ça, j'ai bien fait de pas restaurer avant. Et il me dit, mais on va retrouver le permis, parce que moi, je l'avais plus, le permis de construire. On a retrouvé le permis. Et pour un cabanon de jardin, j'avais une baie vitrée de base, une mezzanine, un point d'eau, une cheminée et une terrasse coulée. Donc il m'a dit, mais ça, c'est pas un abri de jardin. Et en fait, il y a eu prescription. Alors attention, ce qui est très compliqué aussi en mairie, et c'est ce que lui m'a dit, heureusement je suis tombé, maintenant c'est devenu mon pote, je vous jure, c'est pas pour ça que c'est mon pote, c'est vraiment parce que c'est un gars passionné par ça. Il me dit le problème, et Pierre l'écolo le disait aussi pour l'eau, le problème c'est que dans les petits villages et tout, ils ne sont pas tous formés, ils ne savent pas, ils cherchent et des fois ils s'appuient sur des mauvais décrets, des mauvais traités et ils ne savent pas. Donc le mieux c'est vraiment d'arriver en sachant, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de recherches à faire et de les mettre un peu devant le fait accompli. Faut pas mettre un coup de pression, il y en a, ils n'aiment pas, mais si tu arrives gentiment et que tu leur montres, voilà ce qui est dit, et faut la jouer aussi honnête. Il y a un moment où tu dis, mais on fait quoi? On fait quoi? Et en tout cas, ça a fonctionné pour moi. J'espère que je ne vais pas ruiner un projet à cause de ça, que vous allez aller voir la mairie et qui seront peut-être opposés à ça. Mais au début, oui, ça a été compliqué parce que je ne vivais pas dans une habitation. Et maintenant, c'est officiel, j'ai une maison, une vraie maison de 34 mètres carrés maintenant. On a fait une extension. Je t'en prie. Oui, bonjour. Salut. T'as déjà vu la conférence hier? Non, je l'ai Ah, pas vu du coup. ah non. J'attendais d'être avec Ah, ce on s'est jeune vu à homme. la dédicace Voilà. aussi. Bonjour. En fait, hier, j'ai assisté à une conférence avec Pierre 1911 qui, lui, conseillait plutôt de faire pas à pas, même quand on était dans son appartement, de commencer une certaine résilience ou en tout cas peut-être un petit peu d'autonomie. Et j'ai l'impression que toi, tu as plutôt coupé court et que tu es parti. Tu as dit que ça avait pris 9 mois. Mais Ouais. du coup, tu as quand même quitté la région et tu es parti comme ça du jour au lendemain. Ouais. Et donc avant ça, tu n'as pas entamé chez toi, je sais pas, je dis au hasard, mais des plantations, etc. Dans ton appartement. Non. Ok. Non, pas du tout. Et du coup, c'est pas, j'ai l'impression que ça t'a pas demandé de réflexion plus que ça en fait, de tout couper. J'ai fait des nuits blanches et il n'y a pas de problème de calvitie dans ma famille et j'ai plus de cheveux là au-dessus. Donc j'ai stressé grave. Mais il y a un moment, si on réfléchit trop, c'était de pire en pire. Tu sais, la boule, l'ulcère, le stress. Pour parler de Pierre, Pierre, il a des hectares, donc dans sa logique, c'est tout à fait normal d'y aller pas à pas. Je parlais des surfaces. Vous m'entendez encore? Ça va, à peu près? Je parlais des surfaces. Lui, de mémoire, hein, je crois qu'il a des hectares. Il est obligé d'être mécanisé ou d'avoir les chevaux et tout. Tu vois, si tu as des chevaux, déjà, il te faut plus d'espace. Donc on est vraiment sur deux projets différents. Son projet, il est top, je le suis. Mais c'est tout à fait normal quand tu as un truc aussi énorme d'y aller étape par étape. Moi aussi, j'y suis allé étape par étape, mais vu que c'est à taille humaine et que je suis seul, ça a été beaucoup plus vite. Par contre, pour les réflexions et tout, je vous rassure, je vais attendre le... Mais ça, c'est un truc, merci de me le rappeler. Ah. Il y a des frites, 50% sur les frites à 15h30. Non, ouais, merci. Non, le truc sur la peur, c'est humain. Je veux dire, vous aurez peur, vous poserez des questions parce que vous allez partir dans l'inconnu. Et quand on part dans l'inconnu, on est comme ça. On est un peu comme une personne avant son premier saut en parachute et tout. Tu te poses des questions et tout. Et il faut juste se dire que vu que c'est humain, voilà, c'est décompresse. C'est normal d'avoir peur. Ah, on a peur d'avoir peur. Non, c'est normal. Alors c'est facile maintenant de te le dire, hein, mais hier je flippais d'arriver sur scène. Maintenant ça va mieux parce que je l'ai fait. Tu vois, parce que j'ai pas trop réfléchi. Enfin, j'ai réfléchi avant de venir quand même sur Paris. Mais là, tu vois, wow, trop bien. Et je suis même trop content. Et j'ai plus peur. Je t'en prie. Je sais pas quelle heure il est. Bon, Re. Donc en fait, j'ai une question et en même temps je dois apporter quelque chose. Donc par rapport aux recherches de terrain, moi j'ai fait un petit peu différemment. J'ai donc acheté un terrain de 4300 m² avec un petit cabanon dessus. Pas mal. 3600 € frais de notaire inclus, donc pas très cher. Et en fait j'ai fait différemment, c'est que j'ai fait le tour des terrains, donc en allant me promener dans les alentours de chez moi. Je suis sur une petite commune de 3000 habitants, donc assez tranquille. Vers où? Haute-Marne.
À chaque fois, je demande, mais après, attends, c'est où? Sur une map. Bon, Haute-Marne, 1h30 en dessous de Reims. ok. Saint-Dizier, Vitry-le-François, Bar-le-Duc, voilà, les grandes villes. Là où il y a, à C'est perte la de ligne, vue. c'est ta ligne. Oui, je vois, je vois. Donc en fait, moi j'ai préféré faire le tour et après me diriger vers le cadastre pour récupérer les coordonnées propriétaires. Et un outil qui peut être utile pour savoir le prix des terrains à proximité, c'est un site qui s'appelle Je connais pas du tout. dvf.etalab.gouv.fr qui permet de savoir justement les terrains qui se sont vendus dans les Tu, 5 dernières tu années. peux le répéter? Parce que je vois qu'il y a des gens qui notent. Alors, dvf.etalab, donc etalab.gouv.fr. C'est un site d'État qui référence les achats des 5, 6, 7 dernières années. Et ça permet de savoir justement les prix auxquels se sont vendus les terrains. Donc moi j'ai fait le chemin inverse, donc de passer par le cadastre, d'aller voir directement les personnes et de pouvoir plus facilement négocier justement, d'avoir des prix qui sont très bas. C'est comme ça que j'ai acheté ma maison aussi. Bah, merci pour le bon plan. Tu vois, on en apprend tout. C'est ça que j'adore. C'est excellent. Et donc en fait, alors j'ai un parcours particulier. J'étais également dans mon parcours président d'une structure d'aide à la personne à domicile. Et est-ce que tu as évalué la période où tu pourrais être dépendant? Moi en tout cas dans mon projet, je l'ai évalué pour pouvoir justement être, voilà, je suis à 1 km, 1,5 km pour rentrer, voilà, pour accéder à tout ce qui est nécessaire, médecin, etc. Tu parles, ouais, si un jour il m'arrive quelque chose Voilà. ou absolument pas. Et ça fait partie, tu vois, quand il fallait que je me lance, j'y ai absolument pas pensé. Et on me le dit hein, souvent. Mais nous, on a un problème, en tout cas chez nous dans le Tarn, on a un désert médical. Et on le sait déjà. Et même en étant en pleine ville et à côté de la ville de Castres, ville de 46 000 habitants, avoir un médecin généraliste, c'est très compliqué. Moi, je ne sais même pas, heureusement, bon, j'ai de la chance, j'ai la santé, j'ai pas eu encore à chercher. Médecin généraliste, dentiste, c'est 6 mois, enfin, et j'y ai pas pensé. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses à prendre en compte. Quand je dis réfléchir, c'est voilà, surtout de pouvoir continuer à accéder à ce qui est nécessaire au quotidien. C'est-à-dire s'il y a besoin d'aller chercher une baguette de pain, d'aller faire quelques courses, parce qu'on n'est pas forcément complètement autonome. Ah bah, on ne le sera jamais. Voilà. Regarde Dans mon ça, projet, je sais pas faire. J'ai envisagé effectivement la dépendance dans mon projet, à la fois de la C'est maison bien. que j'ai achetée, mais du terrain derrière. Voilà. C'est bien. Mais j'aime bien vivre au temps présent. Et Ce qui si. n'empêche pas d'être isolé, Ah, mais. tranquille, Ah loin oui. de la première habitation, quoi. Et une autre question un peu dans le même genre qu'on me pose très souvent, on me dit ouais, tu feras comment quand tu seras à la retraite? Déjà à la retraite, j'y crois pas, à titre personnel. Et surtout, d'abord j'ai envie de vivre, puis après je vivrai autrement peut-être, mais euh, même si j'ai une fin de vie difficile, j'aurai des bons souvenirs, parce que j'apprécie beaucoup. C'est peut-être, mais tout à fait bisounours, fou, mais moi je vis comme ça. C'est comme quand on me dit ouais, autonomie survivaliste. Je dis bah survivaliste c'est la survie. Moi je veux juste vivre déjà. Tu vois, donc c'est Moi, je vais complexe. plus dans le sens de l'autonomie. En tout cas, il Ouais. faut s'en rapprocher. Ah bah après il y a des débats là-dessus et tout. Mais c'est des questions extrêmement importantes. Et c'est vrai que je me les suis malheureusement pas posées. Je dis malheureusement parce que si je suis devant le fait accompli un jour, je serais sûrement embêté. Mais c'est bien à prendre en compte ça. C'est vraiment bien d'en parler. T'avais une autre question ou? Mais bien. Mais c'est top ça. À prendre en compte. Merci. De quoi? Dans 2 mois. T'as déjà le nom? Tu veux l'immortaliser? Bon courage. Quand on commence, c'est bien, mais après, ça, voilà, tu regardes ce qui se passe après. Ah, donc ça ira plus vite. Pardon, je répète si vous n'avez pas entendu. L'autonomie, ça fait 10 ans qu'il se lance dessus. Il va lancer sa chaîne pour le présenter. Donc, bon courage. Bien, bien joué. C'est ici. Salut. Bonjour. Non, Bonjour. Moi j'ai une question plutôt de bilan par rapport à ce qui a été fait. On parlait des différentes étapes. Aujourd'hui, sur l'autonomie, on va dire alimentaire, combien de semaines, mois d'autonomie avec tout ce que tu as mis en place sur les cuves, sur l'eau, sur les arbres fruitiers, le potager, tout ça? Combien tu estimes de ton autonomie en termes plutôt de semaines, de mois d'alimentation?
on me la pose souvent. C'est très difficile d'évaluer pour la nourriture, parce que moi, mon but, encore une fois, c'est de faire une forêt comestible. Ça se prépare dans le temps. Un arbre, ça met des années à pousser. J'ai le double. L'an dernier, j'ai eu les premiers fruits des arbres que j'ai plantés il y a 3 ans, 4 ans. Je vous le souhaite, c'est un plaisir. Quand vous goûtez un fruit de l'arbre qui était comme ça, que vous avez planté, et tu vois, et maintenant, ça a doublé déjà. Donc sur cette partie-là, et puis faut aussi prendre en compte, et je le dis souvent, c'est que à la base j'avais prévu de développer encore plus une autonomie alimentaire, mais le souci c'est que, enfin je sais pas si c'est un souci, c'est que j'avais pas prévu tout ça et que ça me prend beaucoup de temps. Et par contre, j'ai réussi à développer un truc que je n'avais absolument pas prévu avant de partir, c'est que maintenant j'ai une autonomie financière pour l'instant. J'ai créé quelque chose, je ne le fais plus pour quelqu'un, je me lève le matin pour vraiment, par passion, j'ai le sourire et tout. Avant, je devais me lever pour payer l'appartement dans lequel j'étais jamais, parce que je devais aller bosser pour le payer. La boucle. Là, on fait un film de science-fiction avec ça. Et par contre, pour l'autonomie en eau, par exemple, je peux te le dire, j'ai pas bien évalué, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chaîne YouTube, j'ai pas bien évalué, et j'ai que 3000 litres, donc 3 mètres cubes, pour stocker l'eau qui vient dans ma maison. Et je recommande fortement par personne au moins 5000 litres. Je dois utiliser 20 à 30 litres maximum par jour, parce que j'ai réduit sur la chaîne, j'explique comment. Je prends des douches au godet et tout. Là, j'ai explosé mon bilan d'eau. Là, j'ai pris une douche à l'hôtel, j'ai explosé. En fait, le fait de faire ça, quand on a ce confort-là, on s'endort à moitié et on gâche. Que quand on en a la gestion, on ne gâche pas. Et je tiens à peu près avec ma cuve. J'ai pas eu d'eau entre fin juin et début septembre. J'ai tenu 2 mois. Il restait pas beaucoup. J'étais comme ça. J'ai vénéré la première pluie après l'été. Mais en tout cas, avec 3000 litres, en étant en conscience, j'ai réussi à tenir 2 mois. Pour te donner un peu un exemple. J'espère que je réponds. Tu sais, ta question elle est tellement ouverte que j'espère que je réponds à peu près un peu à ta question. Mais pensez à 5000 litres par personne au minimum si vous avez des cuves de stockage. C'est vraiment, vous serez plus à l'aise. 5000 litres par personne, ça vous permet d'attendre la prochaine pluie en fait, à peu près. Alors attention, si ça dure 3 mois, m'appelle pas en me disant hey, t'avais dit 2 mois. Mais en tout cas, de mon expérience, et c'est le plaisir de pouvoir partager, de mon expérience, pas l'an dernier, parce que l'an dernier, on a eu vraiment un super été, parce qu'il y avait soleil, pluie. Mais quand je suis arrivé, que j'avais installé la cuve, et qu'on n'a pas eu d'eau pendant 2 mois, j'ai continué à avoir de l'eau. Donc voilà, c'est le meilleur retour que je puisse te donner. 5000 litres par personne conseillé. Et aussi, je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai constaté chez les autres. Par exemple, Stéphane de la Clé des Champs, ils sont 4, ils ont 20 000 litres. Ils ont 20 mètres cubes. Et ils s'en sortent bien. Mais eux aussi, ils ont des systèmes. Ils ont un truc qui est fantastique. Ils ont une douche, comme dans les campings, à poussoir. Comme ça, ils savent qu'en 3 pressions, ils peuvent prendre une douche et que c'est vachement cadré. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est tous ces petites choses qui vous rendent de plus en plus indépendant. Je t'en prie. Il y avait aussi une autre question. Je crois que... Ah, pardon. Vas-y, excuse-moi. Est-ce que tu as rencontré des problèmes d'intégration? Bon, évidemment, tu es dans ta région, donc le problème se pose moins, mais c'est un problème extrêmement préoccupant. On peut avoir la meilleure parcelle, si on n'est pas accepté par le voisinage, c'est terrible. Ouais. Ça c'est sûr. Également le vandalisme, puisqu'on est isolé. Non, alors, je le filme pas parce que je préfère respecter leur intimité, mais moi j'ai des voisins assez proches. On est loin de tout, mais j'ai des voisins proches, donc c'est vrai que c'est plus pratique quand il y a de l'animation. Pour l'intégration, j'ai eu aucun problème, mais c'est vrai souvent ce que je dis aux gens, moi je suis assez jovial et tout, et souvent on a l'image de ce qu'on renvoie. Si on arrive, qu'on fait la gueule, la personne elle va nous le renvoyer. Après évidemment il y a des cons partout. Une expérience assez drôle, ce qui a été assez compliqué quand je suis arrivé au début, que je racontais mon projet, quand je rencontrais des femmes qui m'intéressaient, je dis bah viens on va parler, quand je leur racontais mon projet, mais elles me disaient mais en fait moi c'est quoi ce truc là et je me dis bah pourtant ça aurait été normalement mieux reçu à la campagne, mais en tout cas les personnes que j'avais rencontrées, ce qui leur plaisait c'est que j'étais plutôt citadin, encore dans l'esprit, dans l'état d'esprit, et elles cherchaient plus une personne pour les sortir de la campagne pour aller en ville. Donc, et ça m'est arrivé 3 fois. J'ai pas conclu.
Mais non, mais pour te dire, c'est tout bête, mais c'est vrai que tu dis, bah mince, attends, moi je vais à la campagne, ça va être bien perçu cet état d'esprit et tout, et on s'aperçoit que les enfants de nouvelle génération, ils sont devant leur tablette, ils n'en ont rien à faire. Pas tous. Il y en a, allez dans le Cantal, je ne sais pas s'ils sont avec leurs enfants, Rémi et Bénédicte, il y a de l'espoir. Et j'en ai déjà rencontré un petit genou, 15 ans, Quentin, et franchement, ça va, ils ne sont pas tous comme ça, je ne veux pas faire de généralité, mais en général, les jeunes, c'est plus la ville qui les intéresse, et je peux les comprendre, hein. Moi, je me suis éclaté en ville quand j'étais jeune. J'ai juste 2 questions. J'aurais bien aimé que tu nous, si tu es d'accord, de nous donner un peu une journée type que tu as sur ton terrain. Bah, je vais la survivre à l'expo. Par rapport je sais pas, à l'arrosage, à l'entretien, etc. Et la deuxième question, c'est concernant le stockage alimentaire. J'ai pas réussi à comprendre si tu en fais ou pas, si c'est un objectif pour toi ou pas du tout. En fait, le truc qui me fait gagner du temps, par exemple, il y a un moment, pour le blé, je me suis dit, je fais comment? Et en fait, on a une forêt de châtaigniers derrière nous et on a plein de châtaignes. Pour le stockage, je m'y suis pas ou peu mis, et je le dis très ouvertement, parce que chaque chose en son temps. Je stockerai quand j'aurai beaucoup de fruits d'un coup et que je vais me dire, attends, je ne vais pas les laisser pourrir, soit je vais faire de l'échange, soit là, je vais me mettre à sécher, séchoir solaire, etc. J'en suis pas encore là. Il y en a qui s'entraînent déjà, mais encore une fois, avec ce qui s'est passé avec la chaîne, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps. Et je m'y suis pas encore mis. Et puis ça me fera des vidéos, tu vois, je me le réserve. Mais je suis vraiment pas un expert là-dessus. C'est vraiment Stéphane, encore une fois, la clé des champs, qui lui commence à stocker. Il fait des bocaux. Enfin, il fait ça depuis des années. Des bocaux, il fait sécher. Et c'est sur sa chaîne que vraiment tu auras réponse là-dessus. Et l'autre question, c'était une journée type. Alors on s'est amusé avec ma sœur quand on a coécrit le livre. On a dit viens, on va essayer d'expliquer une journée type. C'est ultra casse-gueule, parce que quoi, en hiver, en été, en ceci, tu vois, c'est pas les mêmes choses. Il y a un moment où moi je plante quand, par exemple, chez nous, vu que je veux que ça s'enracine rapidement, dès qu'on a les premières pluies, que la terre c'est plus un bloc, je commence à planter vers octobre. Alors il y en a, ils diront attends plutôt, commence à planter vers décembre, novembre. Moi je commence là-dessus. Donc ça, je fais ça à cette période. Et après, à partir de février, je ne le fais plus. Donc tu vois, si je te parlais d'une journée type en octobre, bah, je plante à fond. Et là, je commence à avoir beaucoup, je les vois les fruits, ils me narguent, ils me disent on arrive, on attend un peu de soleil. C'est pas tant du poison que ça, tu vois, le soleil pour ça. Et je sais que je vais avoir du ramassage. Et tant mieux, enfin, je n'attends que ça. Je veux du boulot là-dessus, parce que ce sera bon signe. Ça veut dire que j'aurai de quoi me nourrir et sûrement bientôt une monnaie d'échange, vu que je me suis focalisé là-dessus, essentiellement. Ah, le rythme. Ah oui, oui, bah, totalement. Je ne sais pas si j'ai dit, moi, mon rythme, par exemple, par rapport à la chaîne, et je dois l'intégrer par rapport à mon projet d'autonomie, je pars à peu près 4-5 jours où je fais une boucle, où je filme les personnes, et après, j'ai donc les rushs, et vu que je mets à peu près une vidéo par semaine, quand je fais ma boucle, après j'ai 25 jours à peu près chez moi, tranquille, et le soir, j'ai pas de télé, je fais le montage, et la journée, je m'occupe de mon terrain, ou d'aller voir la famille, etc. Et je m'occupe de ça. Donc tu vois, je peux, voilà un peu comment je fonctionne. Une journée type, mais vraiment, c'est ultra casse-gueule. Et on en a rigolé avec ma soeur, parce qu'on dit, on fait quoi, tu dis le matin que tu vas pisser. En plus, on l'a mis, tu vas pisser tu choisis un arbre, tu vas pisser sur un arbre. C'est assez complexe. Je t'en prie. Bonjour. Bon, salut. Je voulais poser une question Oui. à propos plus du climat, qui est en lien avec le terrain. Et je voulais savoir si depuis ton installation, tu avais remarqué des changements climatiques, une orientation du vent qui a pu changer, une abondance des pluies qui a pu, pareil, s'étalonner différemment sur l'année, et savoir si toi ou chez les gens que tu as été voir pour tes vidéos, tu avais pu déjà avoir des retours d'expérience à propos de ça. Bonne question. Et oui, en plus, la chance que j'ai, et on en parle très régulièrement, yes, bonne question. On en parle régulièrement avec les gens chez qui je vais. Dans beaucoup de cas, on a remarqué un truc, c'est que, enfin, peut-être vers chez vous, c'est la même chose.
on a maintenant comme des espèces de moussons. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup d'eau pendant une période et d'un coup tu te prends tout dans la tronche, comme les épisodes Cévenol et tout, tu vois, mais violent, violent, violent. Le sol, il est trop sec, il n'arrive plus, en plus il retourne la terre et tout, le sol, il arrive pas à absorber, ça coule partout. Et ça, je l'ai remarqué depuis que je suis chez moi, depuis 5 ans. On a 15 jours de pluie non-stop, ou 3 semaines de pluie non-stop, et on a souvent c'est vers octobre et au printemps. Et là, il a un peu plu, mais il n'a pas beaucoup plu, et je pense que je le lance un pari. Je pense que vers juin, avant d'avoir les sécheresses, on va encore avoir un gros truc. Si on ne l'a pas, je suis un peu de... Et j'ai remarqué, je ne l'avais jamais remarqué en ville, mais j'ai quand même remarqué que je ne l'ai pas eu l'an dernier et je l'ai béni, mais je vous le disais, quand tu as 2 mois sans une goutte d'eau, c'est flippant. Et c'est là où, tu vois, j'ai dû réadapter ma vision. J'ai acheté une cuve souple, donc pareil, ça a été un facteur limitant, l'eau. Donc j'ai dû faire des investissements, acheter une cuve souple. J'ai pris une cuve de 10 mètres cubes. On me demande souvent combien je l'ai payé. J'ai payé 600 € à peu près. Et tu vois, j'ai dû réadapter parce que tout ça, je ne l'avais pas pris en compte, vu que je suis parti un peu speed. Donc oui, les changements dans beaucoup de régions comme des moussons. Et ça, c'était peu ou pas commun pour les personnes qui sont là depuis longtemps dans leur région. Je t'en prie. Vous me libérez? Ça, c'est gentil. Ah, il y a encore une question. Pardon, excuse-moi. Bonjour. Bonjour. On s'est vu hier. Oui, on s'est vu hier. Physionomiste. Je voulais savoir si... Oh, ça fait bizarre. Je voulais savoir si tu inscrivais ton projet dans la durée. C'est-à-dire que, à l'instar de tes fruitiers que tu veux enraciner dans ton projet, dans ton archipel, est-ce que c'est un projet que tu vois dans 10... Est-ce que tu as un retour, en fait, de ce que tu veux faire? Par exemple, tu as fait ton livre et la chaîne qui est sur le moment présent et donner l'envie de s'installer, pourquoi on est tous ici, en fait. Et je voulais savoir si le fait d'aller voir d'autres personnes, etc., est-ce que ça te disait de rester à l'archipel ou peut-être te donner une autre idée? Est-ce que c'est pas trop petit? Est-ce qu'il n'y aura pas trop de sécheresse? Est-ce qu'il ne faut pas se mettre dans la diagonale du vide où tu n'y es pas? Voilà. Est-ce que c'est vraiment un projet de vie jusqu'à être vieux, autonome là-bas, etc. Me faire enterrer à l'archipel. Non. Exactement. Tu vois, il y a 2 ans, j'hésitais fortement, vu que je commençais à faire des reportages, je commençais à voir chez les autres, c'était mieux ailleurs, l'herbe était plus verte ailleurs, j'y ai fortement pensé. Chose qu'avant je n'imaginais pas, en collectif j'imaginais pas, maintenant je dis pourquoi pas chacun chez soi mais avec un terrain, tu vois, avec des maisons assez éloignées mais qui soient collées pour qu'on puisse avoir des choses en commun. Et je me suis dit en plus, vu que je vais passer un cabanon en habitation, je vais être comme ça quoi. En plus je dis c'est l'archipel, plus-value et tout. Et quand j'ai vu que c'est très difficile, en tout cas en ce moment, de trouver des terrains, c'est extrêmement cher, parce que je me suis dit, peut-être qu'avec un peu plus d'argent, je trouverais mieux. Et en fait, je ne trouverais pas mieux pour l'instant. Donc là où j'y ai pensé fortement, je suis très heureux où je suis, parce que je vois comment tournent les choses et tout, et je suis assez satisfait de ce que j'ai, même si on veut toujours mieux. Ça, c'est évident, on veut toujours mieux. L'humain, il est programmé comme ça. Mais je ne sais pas si vous savez ce que c'est le striatum, c'est une partie du cerveau qui met de la dopamine ou quelque chose comme ça. Et c'est un peu comme, tu sais, comme au casino, tu as envie à chaque fois de mieux, plus. Et je me suis calmé là-dessus, parce que plus je vais vieillir, plus si un jour j'ai des hectares, je vais devoir aller plus loin pour faire les choses et tout, ce sera plus compliqué. Donc il y a un moment, même si j'ai notion que je n'atteindrai jamais le Graal de tous les experts, les gens géniaux qui ont des lieux de vie autonomes avancés comme jamais, mais je reste assez lucide sur le fait que je vais sûrement perdre des capacités. En tout cas, ça ira pas dans le mieux dans le temps, donc
pour l'instant, je trouve que mon projet, il est bien. Peut-être que je te dis ça et qu'un jour, j'aurai, tu sais, le coup de cœur. Un jour, une visite, un truc comme ça, ben moi, mon voisin, il vend un truc comme ça. La vie, elle réserve des surprises. Mais en tout cas, oui, j'y ai pensé, parce que ça, dans le temps, ça s'est construit autrement, avec les visites et tout. Mais maintenant, non, je suis bien pour l'instant. Juste une petite chose que je rajoute pour ceux qui rechercheraient un terrain, c'est mon voisin qui m'y a fait penser. Quand vous allez au cadastre, donc vous aurez les coordonnées de la personne, l'année de naissance, quand c'est entré, s'il y a plusieurs propriétaires, éventuellement la date de passation de la succession. Mais surtout, n'hésitez pas à demander les terrains alentours, les informations cadastrales, parce que des fois, vous avez des terrains qui appartiennent à la même famille, sur un même secteur, donc ça permet en général de payer beaucoup moins cher pour avoir une surface plus importante et sur un projet plus sympa. C'est génial. Et je vais t'appeler Huggy les bons tuyaux. C'est super. C'est super. Franchement, c'est super. Merci beaucoup. Crée ta chaîne. Vas-y, crée ta chaîne. Merci beaucoup, Brian. Merci. Pour Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et j'avais peur de ne plus avoir de voix, mais ça va. Merci ma voix. Merci. T'es une bête de scène, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bon, on va passer du coup sur la conférence.